lundi à tous, merci d'avoir choisi Move pour démarrer la journée et cette nouvelle semaine. On va passer les 40 prochaines minutes avec notre invité ce matin. C'est Nesrine Slaoui qui est avec nous. Salut Nesrine. Bonjour, merci pour l'accueil. Mais avec grand plaisir, sois la bienvenue. Et notre monsieur interview de la matinale, c'est Valentin qui est là. Salut Valentin. Oui, salut Vivi, salut Nesrine, ça va bien? Ouais, très bien. Très bien, alors ce matin Valentin, on va parler du nouveau livre de Nesrine qui mêle antiracisme et féminisme. Exactement, la lutte féministe, le combat contre le racisme, les inégalités sociales, c'est les sujets que tu portes depuis le début de ta carrière médiatique, Nesrine. Aujourd'hui, les gens te connaissent peut-être pour ton interview d'Emmanuel Macron chez Bouscapé, pour ton documentaire sur Kim Kardashian sur Arte ou pour tes vidéos de décryptage politique sur les réseaux. Mais ce matin, tu es là pour nous parler du loup-garou sur Canal+, un peu, et surtout de ton nouveau livre, Notre dignité, un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile. On va en parler en profondeur, mais d'abord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces milieux hostiles dont tu parles ? Je voulais faire un peu une rime avec maghrébine et hostile, je trouve que ça sonnait bien et c'était pour parler des médias, des réseaux sociaux. Je pense que quand on parle de milieu hostile et avec le mot maghrébine, on pense toujours à quartier. Parce que c'est un peu le cliché qu'on a. Et en fait, moi, je voulais parler de tout, sauf des quartiers. Je voulais parler des espaces qui sont beaucoup plus violents pour nous. Donc, les médias, les réseaux sociaux, la télé aussi au sens large, parce que je parle aussi de la télé-réalité. Et donc, voilà, c'était une manière de détourner un peu les clichés. Nesrine, tu es avec nous ce matin et tu es journaliste. On te reçoit parce qu'après Illégitime et Seul, tes premiers livres qui étaient sortis donc en 2022 et en 2023, tu viens nous présenter ton nouvel ouvrage. Il s'appelle Notre dignité, un féminisme pour les maghrébines en milieu hostile. Alors, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as eu envie d'écrire ce livre ? En fait, ça fait des années que j'analysais ce qui se passait pour des femmes maghrébines, notamment publiques, sur mes réseaux sociaux, que ce soit à travers la rap phishing, donc c'est le fait de se faire passer pour une maghrébine dans la télé-réalité, que ce soit aussi la dénonciation du mot beurette. En fait, ça fait vraiment depuis 2020, depuis 2021 que je suis médiatisée et que je tourne autour de ce sujet. J'en ai fait beaucoup de stories, j'en ai fait beaucoup de posts sur Insta et je me suis dit c'est des choses assez éphémères et surtout c'est pas accessible à tout le monde. Donc il est temps que je fasse un essai. Je pense que j'ai dû commencer par 2 romans parce que l'essai ça paraît hyper lourd sociologiquement parlant. Enfin, on a une espèce de grand respect en France pour les théories sociologiques. Donc, je pense que je me sentais trop petite d'abord pour le faire. Et donc, maintenant que j'ai 30 ans, je pense que je suis devenue une adulte mature. Et j'ai accepté de le faire. En fait, j'avais vraiment un truc d'illégitimité j'ai pas un doctorat en sociologie, j'ai pas fait de thèse, j'ai pas fait ça à partir d'un espèce de processus universitaire. J'ai fait ça en tant que journaliste, avec des interviews, avec des observations. Et je pense que j'étais aussi à la bonne place parce que je suis suffisamment visible pour vivre ce que je vis et le dénoncer. Et en même temps, je suis entre l'anonymat et le super populaire, c'est-à-dire des superstars, je pense de Nawal Madani, des Hiba Abouk, qui sont mannequins, comédiennes, etc. Donc je suis vraiment dans encore juste suffisamment anonyme pour pouvoir dire regardez ce qui peut se passer quand on est totalement anonyme, quand on est un peu connu et quand on est très connu. Et c'était un peu ces 3 échelles-là qui me paraissaient intéressantes à analyser. Et je pense aussi que ma force, c'est la présence que j'ai sur les réseaux sociaux il fallait que j'utilise justement la maîtrise de Insta, de TikTok, de la pop culture comme un outil pour nourrir en fait une analyse sociologique et surtout pour parler à un plus large public. Parce que si j'avais fait juste une thèse sur la colonisation en n'analysant que des aspects historiques, sociologiques, en citant un maximum d'auteurs, je crois que j'aurais perdu en fait le grand public. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler à ma génération et aux plus jeunes. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie d'utiliser la place que j'ai sur les réseaux sociaux comme un espace d'analyse, parce qu'en fait je raconte même dans ma démarche, je parle avec des youtubeuses, enfin j'essaie de me rappeler moi ce qui m'a construite déjà dans ma réflexion. Donc par exemple je parle avec Sarah Jaoud qui avait fait une vidéo sur les couples mixtes sur YouTube à l'époque, et donc ça me permet de rebondir sur aujourd'hui avec les femmes, notamment les chanteuses de R&B, ce qu'elles peuvent se prendre dans la tête quand elles sortent avec un homme noir. Donc voilà, ça me permettait d'être dans une position assez particulière, justement le fait de ne pas être universitaire. Donc voilà. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, dans le cœur de ce bouquin. Dès le début, tu parles très vite du mot beurette, un terme du coup que tu avais déjà condamné sur tes réseaux via différents formats. Pourquoi est-ce que d'après toi, il faut définitivement en finir avec ce mot beurette ? Parce qu'il a une charge raciste très importante, mais il est devenu aussi tout simplement une insulte sexiste, c'est-à-dire que maintenant n'importe qui peut être insulté de beurette, n'importe quelle femme.
simplement une femme qui est jugée trop maquillée ou trop habillée trop court, enfin vraiment des insultes sexistes assez classiques. Et on oublie que c'est un mot qui est né dans les années 80 en France, c'est-à-dire tous les mots ont une histoire, c'est né dans un contexte assez particulier où on considérait que les femmes maghrébines étaient un espoir d'émancipation de leur famille ou en tout cas d'assimilation en France. Déjà, il y avait un poids très paternaliste et puis ensuite, ça s'est développé avec la télé-réalité, avec la pornographie, ça a pris une connotation très sexualisée. Et donc, c'est jamais très plaisant de recevoir cette insulte. On le voit aussi même dans le débat public, quand il y a des journalistes, des hommes politiques, en général d'extrême droite ou réactionnaires qui l'utilisent, c'est toujours pour enfoncer une femme, notamment issue d'immigration maghrébine. Donc, je pense que c'est encore important de faire de la pédagogie dessus, mais on l'a aussi assez fait. Donc moi, je suis encore surprise de voir à quel point il est utilisé. Et je le vis vraiment comme une provocation de la part de gens qui refusent d'arrêter de l'utiliser. Ou en tout cas qui l'utilisent sans faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire œuvre de pédagogie et d'explication. Et c'est comme tous les mots, en fait, il y a le N-word aussi. Enfin, c'est tous ces mots-là qui, quand on dit que ça heurte et que c'est dénigrant, je pense qu'il faut juste les accepter. Et j'allais dire, quand c'est des femmes maghrébines qui le disent, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors moi, je fais partie des radicales, je fais partie de celles qui ne veulent pas l'utiliser du tout. Je sais qu'en fait, et j'accepte aussi la différence de nos points de vue en tant que femmes maghrébines. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui se le réapproprient parce que inversement du stigmate. Enfin, il y a plusieurs façons de jongler avec ce terme. C'est un peu comme le N-word, ouais, c'est ça. Dire, Il y a plein de personnes, moi je l'utilise pas ni pour me qualifier moi, ni pour qualifier d'autres femmes, mais après c'est un choix personnel. Il y en a qui en font aussi, je sais qu'il y a eu tout le mouvement de la beurrétocratie sur les réseaux sociaux, qui en font un objet artistique, de dire bah ouais je suis une beurrette et alors, enfin je pense que c'est pour ça que c'est aussi une position féministe que j'essaie d'avoir, c'est que chaque femme fait ce qu'elle veut avec ce mot, tant qu'elle est concernée et que ça lui permet de s'émanciper et de se définir. Moi ça me heurte beaucoup parce que je l'ai entendu dans des contextes très violents, j'en parlais déjà quand j'étais à Sciences Po et tout ça, c'est un mot qui a servi à mon harcèlement et à mon cyberharcèlement aujourd'hui, donc j'ai plus vraiment envie de l'entendre. Donc voilà, mais c'est purement personnel et je respecte celles qui veulent en faire des démocraties ou des t-shirts ou peu importe quoi. Il faut juste savoir ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça. N'importe qui ne peut pas le dire, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée, ouais. Quand on a appris que Aya avait été choisie pour chanter au JO, ça a déclenché une folle polémique raciste. Toi, tu as participé à populariser le terme de misogynoire, donc le fait qu'elle soit la cible de polémique parce qu'elle est une femme et en plus noire. Et dans le livre, tu parles d'arabisogynie, donc l'équivalent un peu pour les femmes maghrébines. En fait, quand on est une femme, on subit tout le temps différentes types d'agressions. C'est un peu la double peine, quoi. C'est ça. Et bon, après, je vais quand même rendre le gloire aux afroféminismes. J'ai pas du tout inventé le mot misogynoire. Tu l'as mis en lumière à un moment donné. J'en ai parlé sur des plateaux télé, mais c'est effectivement un terme qui est venu de Bailey, qui est une afro-américaine queer qui est effectivement anti-raciste et qui dit il y a une misogynie spécifique envers les femmes maghrébines, les femmes noires, ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois une hypersexualisation, à la fois aussi le fait de ne pas nous reconnaître comme des femmes. Les femmes noires et maghrébines, il y a un peu cette idée-là, ce qu'Aya a subi, ce que Iman Khelif, la boxeuse algérienne, a subi cet été. Il y a cette idée-là de ce ne sont pas vraiment des femmes. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans le livre. Tu dis moi je suis pas une femme, je suis une arabe avant tout, dans l'œil dans l'œil général. Et du coup, c'est en fait, c'est pour ça que je prends la polémique de Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. C'était trop drôle pour moi de le mettre dans le livre parce que ça, en fait, Inès Reg, elle a quand même été insultée de salope, ce qui est une insulte sexiste, et personne n'a dit elle a été victime de sexisme. Tout le monde a dit elle est victime d'un préjugé racial, elle est victime d'une discrimination, de cette image-là de racaille dangereuse, parce que c'est un peu le sous-tendu. Mais j'ai très peu entendu le fait en fait, elle est victime de sexisme parce que c'est une femme et elle a été insultée. Donc, et voilà, donc pour revenir au mot de misogynoire, c'est un mot qui a été inventé par cette afroféministe qui a beaucoup circulé, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Beaucoup de femmes noires en parlent aussi en France. Et j'avais envie de m'inspirer d'elle pour dire, nous, en fait, on vit la même chose dans le sens où on vit l'intersection de plusieurs discriminations, donc le racisme et le sexisme. Et je crée ce mot arabisogynie, que franchement, j'ai une note dans mon téléphone. Vous savez, j'ai fait vraiment tous les assemblages possibles. J'ai fait magrésogynie, ça marche pas. Misogynie arabe, ça marche pas. Enfin, vraiment, j'ai essayé de faire... Je me suis dit, comment je peux créer un néologisme qui a du sens? Et donc, je suis tombée sur arabisogynie. Celui-là, il marche. Il est un peu technique à dire, mais ça... Mais une fois que tu le prends, arabisogynie, ça marche, tu vois. Je trouve qu'il est pratique. Et puis surtout, je pense qu'on comprend vite l'idée. Je pense on comprend vite que c'est une misogynie spécifique aux femmes maghrébines, donc qui se caractérise par deux figures, la beurette et la voilée, qui sont évidemment deux fantasmes franco-français, parce que ni l'une ni l'autre n'existe vraiment. Alors, page 104
14, il y a un chapitre qui s'appelle « Ce que la télé-réalité a fait aux femmes arabes ». Elles sont instrumentalisées par les boîtes de production avec des rôles clichés. C'est ce que tu écris. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Oui, alors en fait, la télé-réalité, elle a une longue histoire et vous avez une superbe chroniqueuse qui vous l'explique ici très souvent, qui s'appelle Constance. Et on a travaillé ensemble sur le doc Kimka en plus. Mais c'est assez particulier la télé-réalité comme espace pour les femmes maghrébines parce que c'est là-bas où il y a les stars les plus connues en télé-réalité. C'est-à-dire que les plus grosses influenceuses aujourd'hui, que ce soit Maïva Guénam, Nabila, peu importe, sont issues de la télé-réalité. Et c'est un espace où justement elles ont pu exister alors qu'on ne peut pas exister médiatiquement ailleurs. En tout cas, c'est plus compliqué. Et donc moi, je voulais montrer qu'en 2014, 2015, il y a l'essor de, je crois que c'était les Anges d'abord, enfin en tout cas, le moment qui voit naître notamment Nabila, c'est les Anges, donc ça pop énormément. Et après, il y a l'idée pour les boîtes de production de trouver leur futur Nabila. C'est-à-dire qu'une fois que Nabila existe, il y a eu un peu deux gros phénomènes en télé-réalité, c'est Loana dans les années 2000 et puis Nabila dans les années en 2014, 2015, 2016. Et donc du coup, il y a cette idée, il faut qu'on essaye de retrouver notre Nabila et on a l'impression que les boîtes de prod essayent de trouver leur Nabila sans formuler le fait qu'il faut trouver des Nabila. Ouais. Donc mais on le voit juste dans la manière dont elles choisissent leurs candidats parce que c'est hyper intéressant de le comprendre, mais il n'y a pas de critères ethniques dans la télé-réalité. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette idée-là de on va pas se dire les choses, on va pas dire qu'il manque par exemple des personnes noires, on va pas dire tout ça, mais on voit bien qu'il y a une surreprésentation de la femme maghrébine et c'est tout simplement parce que il y a une idée d'hypersexualiser les femmes et c'est très facile d'hypersexualiser les femmes maghrébines dans l'imaginaire collectif parce qu'elles sont déjà hypersexualisées dans la vie de tous les jours. Donc voilà, il y a un peu cet accord un peu tacite de il nous faut une Nabila, surtout qu'il y a eu Kim Kardashian de l'autre côté atlantique et Kim Kardashian en France en fait elle ressemble un peu aux maghrébines. Enfin, il y a eu une espèce d'ambiguïté ethnique autour de la télé-réalité qui a fait que on a eu après des cas qui ont été encore plus graves, qui sont de la rap phishing, donc des Mila Jasmine et des Safia Alba, donc Marie Germain et Gwendoline Germain, qui sont en fait des femmes non maghrébines et qui sont passées pour des femmes maghrébines. Donc c'était hyper intéressant pour moi de m'y pencher parce que ça montrait à quel point on peut utiliser une ethnicité comme un déguisement et donc montrer en réalité derrière à quel point les femmes maghrébines ne peuvent pas bénéficier de cette espèce d'attrait exotique, etc. Au contraire, on en souffre. C'est pas vraiment agréable d'être hypersexualisé de la sorte. Donc, mais je le dis sans en vouloir aux femmes, notamment maghrébines, qui participent à la télé-réalité, parce qu'elles sont pas responsables en fait de la manière dont on les objectivise. Quand j'ai fini ton livre, je me suis dit, est-ce qu'il manquerait pas un chapitre ? Et en fait, je pense que c'est surtout une question de timing, mais c'est un chapitre sur Tanaland. Parce qu'au début, quand c'est sorti, on m'a dit après, non, c'est plutôt Putana, ça va plutôt de Putana, mais il y avait aussi ce truc de Chetana. Et aujourd'hui, voilà, les femmes se le sont réappropriées. Mais je me suis dit, est-ce que ça aurait pas pu être un sujet que tu aurais traité ? Et d'ailleurs, est-ce que Nesrine Slaoui est tanalandaise ? Bien sûr, moi je vais être présentatrice du JT de Tanaland. J'ai demandé sociologue ou présentatrice du JT de Tanaland, mais évidemment, j'y vais en première. Elle est où ma valise ? J'y vais tout de suite. J'ai trouvé ça génial. Franchement, j'ai trouvé ça génial parce que, en fait, ça disait tellement tout du féminisme. C'est qu'il y a eu un groupe de femmes qui a dit, notamment, c'est une femme noire, Hadja, qui a lancé la trend en disant, moi, je vais aller sur une île de Tanaland, rejoignez-moi les filles. Et tous les garçons, sur les TikTok, ont commencé à être affolés alors que ça disait tout de, on veut juste un espace où on est en sécurité entre nous. Et j'ai trouvé ça trop ouf. C'est trop bien de prendre justement en main ces plateformes-là qui sont des plateformes misogynes, parce qu'il y a quand même assez d'études qui le montrent, que c'est des endroits où le sexisme se multiplie. J'en parle notamment quand je parle des masculinistes dans mon livre. Et donc je trouve ça génial quand on prend un truc qui paraît pop en disant on va tous y aller. C'est ce que j'allais dire, la réponse du côté masculin elle est un peu catastrophique, le truc de Char Hollande. Et en fait ils ont rien compris quoi. C'est ça, en fait eux ils veulent une île où il y a encore plus de meufs et nous on veut une île où il n'y a pas de mecs. Et des ours. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait des ours. Parce que c'était un ours sur le drapeau de Tanaland. Ouais. On voulait aussi parler de la série Loup-garou sur Canal+, dans laquelle tu apparais. Alors c'est tout simplement le jeu bien connu du loup-garou grandeur nature, imaginé par Fari et Panayotis Pasco. Alors comment tu t'es retrouvée dans ce projet ? J'ai été castée, on m'a contacté un jour par mail en me disant vraiment il y avait écrit je crois loup-garou en objet et moi je suis fan de ce jeu. Donc j'ai passé un casting, c'était un programme très secret au début, on savait pas qui étaient les autres candidats et candidates, c'était très marrant parce qu'avant de se retrouver dans la forêt, on était tous dans le même hôtel mais il fallait pas qu'on se croise, donc il y avait toute une organisation de la prod, etc. Enfin c'était fou. Donc voilà, on m'a simplement contacté. Mais t'étais déjà une joueuse chevronnée quoi. Okay. J'ai beaucoup joué dans des loups-garous, dans des chichas. Donc avec des gens qui hurlent je te jure sur ma mère que je suis pas loup-garou. Donc j'avais bien pratiqué l'exercice. Okay. Dans cette première saison, il y a plein de profils. Il y a un mentaliste, il y a un apnéiste, il y a une streameuse, une sémiologue. Un espion.
Un espion aussi, exactement. Toi, en tant que journaliste, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ton métier t'a apporté en termes de faculté dans le jeu? Mais je crois que j'y suis allée que pour ça, parce que j'étais trop curieuse de voir qu'est-ce qui se passe quand on recrée une mini-société, sachant qu'on n'avait pas vraiment idée qu'ils avaient à ce point reproduit un village avec des petites cabanes et tout ça. Ouais, c'est très stylé. Ouais, mais moi j'y suis vraiment allée en me disant, mais justement, il se passe quoi quand on réunit 13 inconnus dans un espace comme ça où ils doivent faire des alliances tout en se méfiant les uns des autres. J'avais vraiment un truc sociologique de je veux voir ce qui se passe, et j'avais envie de faire honneur à la profession aussi. Ils ont grave marketé en plus ton titre, journaliste enquêtrice. Ouais, c'est ça, j'ai été bien mise en avant. Mais c'était surtout aussi parce que je pense qu'on croit qu'une bonne journaliste, c'est quelqu'un qui pose bien les questions, mais je pense que vous le savez aussi, je pense qu'une bonne journaliste, c'est quelqu'un qui sait gagner la confiance des gens et qui arrive à justement s'infiltrer dans un groupe. Voilà, moi en fait c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en avant dans le jeu, c'est que je suis pas tellement là pour mes questions, hein. Je suis plutôt là pour comment je fais pour voilà, créer la confiance dans le groupe et pour m'imposer en petite leaduse des villageois. Et ça se passait comment du coup? Parce que donc, comme tu le disais, ils ont vraiment recréé un petit village. Ça faisait pas flipper de dormir dans ces cabanes dans la forêt? Enfin, ça se passait comment en fait les journées? Mais en fait on était tellement KO que non. Parce que vraiment, quand c'est la fin de la journée, t'as juste envie de dormir. Puis on savait qu'on était accompagnés par la prod, même si on les voyait pas. On savait qu'ils étaient dans la régie, pas très loin. Enfin, c'était, je pense, à une centaine de mètres de nos petites maisons. Et on avait nos micros sur nous. Donc, si on avait besoin de manger, d'aller aux toilettes, enfin des trucs assez basiques, on pouvait entrer en contact facilement. Donc, franchement, non, c'était pas. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une expérience de fou, quoi. Enfin, je me suis dit, dans tous les cas, les trucs les plus flippants, c'est peut-être les araignées dans la cabane, tu vois. Ah, il y en avait? Mais il y en avait beaucoup trop. mais moi, je me suis dit, c'est la seule fois dans ma vie où je vais me retrouver dans une forêt en train de jouer au loup-garou. Donc, je pense que juste quand tu te mets ça en tête, t'as plus peur de rien et t'as juste envie de kiffer ton truc, quoi. Mais vous faisiez quoi le reste de la journée? Parce que j'imagine que voilà, il y a les moments où vous échangiez, vous enquêtiez, mais vous enquêtiez pas H24, j'imagine. Si. En fait, le cerveau ne se repose pas. Okay. Je pense que vous allez nous voir devenir fous de plus en plus. Ouais. Mais à la fin, je crois qu'on était tous à 2-3 heures de sommeil par nuit. Parce qu'en fait, on s'allonge dans le lit, tu réfléchis à ce qu'elle t'a dit, ce que lui t'a dit, des trucs que t'as pas vus. Et en fait, il faut imaginer qu'on échange tous. Donc, il y a toutes les options de tout le monde qui te viennent en tête et tout. Et tu deviens tellement parano. Et ton cerveau, vraiment, même quand tu dors, il rêve de ça. Donc tu te réveilles en disant il est loup-garou. Et en fait, tu psychotes pendant tout le jeu. Mais non, en fait, on avait de quoi s'occuper. On avait une petite espace où on pouvait aller se rencontrer. On le voit dans le jeu à un moment donné où on va manger et tout. On avait un salon, en fait, pour échanger. Bon, évidemment, on était surveillés pour pas tricher. Mais voilà, non, franchement, le temps est passé très, très vite. Et en plus, on n'avait pas nos téléphones. Donc, vous vous rappelez que l'ambiance cours d'école, quand tu rencontres tes premiers camarades, en fait, ça nous a vraiment rappelé ce moment-là. C'est-à-dire que tu n'as pas ton téléphone, tu n'as pas de distraction extérieure, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, tu crées des amitiés hyper fusionnelles très, très vite. Toi, tu trouves ta meilleure pote dès le début. Ah ouais, moi, ça y est, j'ai trouvé Mago. Mago, je vous laisse regarder. Ouais. Mais effectivement, même Charlie, donc le mentaliste, en fait, on est les deux rôles qui sont donnés dès le début au public. Donc, lui est loup-garou et moi, je suis villageoise. Et c'est hyper intéressant de voir comment l'amitié... Moi, je pense que c'est la plus grande leçon de ce jeu. C'est en fait, tout repose sur les amitiés. Dans le jeu de loup-garou, grandeur nature, en fait, c'est qu'une question de relations humaines. C'est beau. Peut-être pour terminer, c'est une question que je pourrais poser à d'autres figures médiatiques. Je pense, je sais pas, à des Mehdi Maizi par exemple ou Samuel Etienne dans un autre registre. Quand on te propose comme ça un projet qui sort un peu du journalisme des médias, est-ce que tu as des fois une petite appréhension de te dire est-ce que ça va pas brouiller les lignes? Est-ce que ça va pas créer de la confusion? Est-ce qu'on va encore bien m'identifier? Ou au contraire, non, pas du tout. Mais moi, c'est mon rêve de brouiller les lignes. Je veux brouiller les lignes à l'infini. Justement, je pense qu'on a trop de carcans une journaliste ne doit pas... Moi, par exemple, quand j'ai sorti mon premier livre, on m'a dit mais pourquoi elle poste des selfies sur Internet en même temps elle fait un livre? Et moi, je dis mais je fais ce que je veux. Enfin, j'ai vraiment un truc dans ma personnalité, dans la manière dont ma mère m'a éduquée aussi, qui est je vais faire ce que je veux de ma vie. Si j'ai envie d'aller jouer au loup-garou et de défendre un essai sociologique dans la foulée, je vais le faire. Je pense que la société nous enferme beaucoup en tant que femme, mais surtout en tant qu'être humain en général, dans des cases de si tu es journaliste, il faut que tu fasses ça, si tu es sociologue, il faut que tu fasses ça, tu peux pas faire ci et ça. Enfin, moi, j'ai vraiment un truc de je m'en fous de brouiller les lignes parce que je sais que la vie, elle est courte. Il y a aussi un truc d'être humain notre temps imparti il est extrêmement court. Je me considère comme extrêmement chanceuse de faire tout ce que je fais. Donc non, moi je pense qu'à la fin de ma carrière, ça va être très marrant de voir où je vais finir parce que pour l'instant, ça part dans tous les sens. En tout cas, tu te retrouves à faire la promo de deux projets qui n'ont pas vraiment grand rapport, mais si presque quand même. Alors on te retrouve dans la série Loup-garou, je le disais sur Canal+. Et puis on le rappelle, donc c'est ton livre qui vient de sortir, Notre dignité, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci Nesrine d'être passée. Merci à vous, merci pour l'accueil, c'est top.